Alexandre, récemment, tu as fait un voyage au Kazakhstan. Fait qu'on va parler de tes expériences par rapport à l'automobile là-bas, mais avant un peu plus de contexte. Pourquoi tu es allé au Kazakhstan? Ah, super. Ben oui, très bonne question. Fait en réalité, pourquoi je suis allé 2 semaines au Kazakhstan au mois de mai 2025? Bien, essentiellement, un de nos amis communs, il voulait aller voir un lancement de fusée à Baïkonour, là où les Russes là, ont leur centre de lancement spatial. Puis évidemment, tu peux visiter, c'est un peu plus compliqué, il faut que ce soit organisé, mais il n'y avait pas de lancement dans la période où on était disponible pour aller là. Donc, nous n'avons pas fait ça. Mais entre-temps, on a trouvé un tour guidé qui s'appelle Nightmares of the USSR, les cauchemars de l'Union soviétique. Puis c'est une compagnie de tour guidé du Kazakhstan, là, qui est une compagnie du tour guidé du Kazakhstan qui organise ça. Puis c'est un tour où tu vas visiter plusieurs vestiges de l'Union soviétique au Kazakhstan, qui est un pays très amical, ouvert aux touristes, moderne. Vous verrez ça là, plus tard dans le petit podcast qu'on est en train de filmer ensemble. Mais ça vous permet aussi d'aller voir des vestiges de l'Union soviétique, quelque chose qui me passionne un peu. C'est une partie de l'histoire qui me fascine beaucoup. Ça m'a même permis d'aller voir là, un cratère d'une bombe atomique. Là. On est au Kazakhstan, à Atomne Rozhna. Atomne Rozhna? Озеро. Озеро. Atomne Rozhna. Atomique, le lac atomique. Essentiellement, c'est quoi ça? C'est l'Union soviétique qui voulait faire un test. Est-ce qu'on peut creuser un réservoir avec une bombe atomique? Le résultat est que, effectivement, ça fonctionne. Puis ce qui est intéressant, j'ai un dosimètre avec moi. Puis la radiation varie, là, c'est pas nécessairement dangereux parce qu'on restera pas là toute la journée. Mais si on regarde, là, le sol, c'est très très local la radiation. Mais là, on voit, on était à 4,15 microsieverts par heure. Puis il y a quelques instants, on avait 6. Ça varie en fonction de quel sédiment était proche de la bombe atomique lorsqu'elle a détonné en 1969. Donc, c'était pas un test de bombe atomique pour la défense ou comment on dit ça, dont la prolifération nucléaire ou la guerre froide. C'était beaucoup plus un test d'ingénierie. Puis c'est très, très dystopique et intéressant. Mais c'est fascinant hein, parce que c'est très, très localisé la radiation. En haut de la montagne, on est en bas de 1 microsievert par heure. Puis je mettrai une charte sur c'est quoi les doses, mais c'est pas dangereux. Puis sur le bord de l'eau, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est au niveau presque de radiation naturelle qu'on aurait là, dans n'importe quel pays dans le monde autour de 0,3, 0,2 microsievert par heure. Puis comme vous remarquez, on est tout habillé en soute. Sauf que là, ma petite botte, ça s'est défaite, mais c'est pas grave, on va la nettoyer puis on va se décontaminer après. Puis il n'y a pas de danger. Puis, what's the name of your tour company? Nomadic Travel Kazakhstan. Puis ce tour-là, c'est une compagnie qui s'appelle Nomadic Travel Tour Kazakhstan. C'est très intéressant. Honnêtement, ce voyage-là, pour moi, c'est une révélation. Puis je suis vraiment content de visiter cet endroit-là qui est pas grand Canadiens qui sont venus ici. Fait que ça, c'est le contexte. Mais pourquoi qu'on s'en parle à plus de millage aujourd'hui dans le défi 5 km du Kia V6? Vous irez voir cette vidéo-là. Bien, essentiellement, c'est parce que le marché automobile du Kazakhstan est assez particulier. Parce que c'était ma première incursion dans un marché automobile où les véhicules chinois sont rois. Et ceci veut dire aussi les véhicules électriques chinois. Donc, j'ai eu une première petite incursion là, dans l'univers de ces véhicules-là. As-tu pu voir une BYD, Alex? J'ai vu un BYD Seal, un BYD Han, j'ai vu plusieurs BYD Tang, j'ai vu plusieurs BYD à essence aussi. Et j'ai pris plusieurs taxis qui étaient des BYD électriques. Donc, oui, absolument. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, que la journée qu'on va avoir ça au Canada, peu importe ce qu'on pense peut-être de la qualité initiale ou de la qualité long terme de ces véhicules-là, les gens vont sauter là-dessus. Peu importe là, ce qu'on peut penser là, de l'impact géopolitique ou de compétitivité, tout ça, là, c'est des véhicules qui sont compétitifs là, à première vue là, de ce que j'ai vu. Là, puis il y en a, ils ont beaucoup de modèles, beaucoup de variétés. Là. Fait que ce que tu dis, c'est que la crainte que, disons, les gouvernements ont que ces véhicules-là prennent le marché canadien est justifiée parce que, oui. En termes de proposition de valeur, c'est très intéressant. Oui, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de fonctions que ces véhicules-là offrent qui sont un peu bizarres. Je suppose que ces véhicules-là devraient être adaptés pour l'Amérique du Nord de plusieurs facteurs, logiciels, représentation des unités, comment que le système d'infodivertissement fonctionne. Mais ça, à la fin, les véhicules mondiaux sont tous adaptés pour les marchés. Là. Les véhicules sont jamais pareils un peu partout dans le monde, même si c'est le même modèle. Donc, il y a du travail à faire là. Mais c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, j'ai vu des marques chinoises qu'on connaît pas. Chang'an, que j'appelais Acura à l'envers. Ils font des véhicules thermiques, mais
y a plein de marques. Là, puis là, vous voyez les photos défiler. Li Auto, là, une grosse minivan Extended Range. C'est fou. Là. On dirait que c'est la voiture de prédilection là-bas. Tu sais, essentiellement, des Tesla au Kazakhstan, j'en ai vu 4. Le Deviant Model 3. Il y a 2 Superchargers. Un dans la capitale, puis un dans la plus grosse ville, Almaty. C'est tout. C'est pas un marché où Tesla sont vendus, mais des BYD, des Zeekr. Le Zeekr 001 avec la fameuse batterie de 150 kWh semi-solide, là, qui a 1000 km CLTC, qui est la cote chinoise qui est fausse. Bien, il y a 1000 km pareil pour le show. Bien, j'en ai vu, je me suis assis dedans au magasin Geely, le Zeekr. Toute qu'une voiture. Hein? Tu vois que c'est vraiment Volvo qui est dans le background, qui travaille là puis il leur apprend des choses. Mais ouais, c'est quelque chose. As-tu vu tu m'as parlé juste des voitures chinoises. As-tu vu des voitures comme d'origine soviétique? C'est ça qui était intéressant. J'ai vu des Lada Niva puis Riva, là, la berline et le petit 4x4. J'en ai vu plein, mais beaucoup plus en dehors des grandes villes. En dehors des grandes villes, on voit vraiment il y a un clivage où c'est majoritairement des véhicules Toyota, des véhicules Hyundai, Kia, toutes les marques chinoises et énormément de Mercedes-Benz. Genre des G-Wagon, des classes E, des VUS, d'autres VUS Mercedes. Il y en a, là, en veux-tu, en v'là, parce là, que ça les déborde. véhicules Mercedes, en dehors de l'Amérique du Nord, sont un peu un symbole de durabilité. Oui, il y en Alors avait des vieilles, là. c'est un symbole de problème de voiture allemande. Ben, peut-être C'est- la marque allemande qui est la moins sujette à ces problèmes-là. Non, c'est ça. Avec Porsche, Mercedes-Benz est dans les marques allemandes les plus fiables et durables. Là, ça, c'est vrai. Là. C'est des véhicules d'une énorme qualité, on s'entend. Là. As-tu vu des PHEV? Dans le fond, je soupçonne que la plupart des BYD VUS que j'ai vus qui n'étaient pas électriques étaient des PHEV. Parce que c'était des véhicules récents. J'ai pas vu de vieilles voitures chinoises. J'ai vu des véhicules chinois là, qui ont moins de 5 ans. Beaucoup. J'ai vu aussi le Xiaomi SU7, qui est un genre de Tesla Model 3 killer que les gens disent. C'est impressionnant comme véhicule. Tu sais, je pense qu'il y a même une version avec 1500 chevaux. Oui, c'est un peu fou, ça. J'ai vu ça. J'ai vu un BYD Dolphin, qui est la voiture à 12 000 $ américains. Ça avait l'air intéressant. Ça serait une proposition de valeur intéressante. Je ne sais pas si ce véhicule-là respecte nos normes, mais il respecte les normes Euro NCAP. Le Canada devrait peut-être décider que si c'est certifié IHS ou Euro NCAP, tu peux le rouler sur la route ici. Puis c'est pas juste pour les véhicules chinois, là. Ça pourrait être aussi pour les Peugeot, les Citroën, ça pourrait être pour les Renault. Ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné à Alexandre souvent, que je pense qu'on devrait, puis surtout dans le contexte de la guerre commerciale, au minimum permettre temporairement aux voitures qui sont certifiées en Europe d'être vendues ici avec un minimum d'adaptation. Tu sais, la R5, là, la Renault 5, là, et la nouvelle Nissan Micra, qui est le rebadge de la R5, on pourrait avoir ça ici, là. Je veux dire, oui, c'est une citadine, oui, c'est une petite voiture. Il y a des gens qui ont des petites voitures. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir des petites voitures et qui ont le goût d'en avoir. Puis, je veux dire, Renault fait des VUS, des VUS électriques aussi. Il y a la Mégane E-Tech aussi, qui est un véhicule très, très compétitif en Europe. On peut les avoir, ces véhicules-là. Évidemment, il faudrait adapter certaines choses, mais oui, pourquoi pas? Pendant quand même une vingtaine d'années, la Smart a connu, on va dire un relatif succès dans son segment. Puis c'était une voiture qui, malgré sa taille, était très sécuritaire. C'était comme un ballon. Tu fonçais dans un mur, puis là, tu bondissais, mais elle ne se détruisait pas. C'est vrai. Si vous avez déjà vu des essais de collision Smart, là, c'est presque drôle à voir. Puis, mettons aussi, là, vous avez peut-être vu sur PDM Extra, où je vous encourage à aller voir sur PDM Extra parce que on a contracté une compagnie de tour guidée pour ce voyage-là de 2 semaines. Et la guide et le chauffeur avaient un Land Cruiser 1995, un Prado de 450 000 km. Puis sur PDM Extra, j'ai fait une petite revue là, de 5 minutes, là, un aperçu. Vous irez voir ça, le lien va juste être en haut, là, il va s'afficher là. Donc ça, c'était le véhicule qu'on a utilisé là, pour faire 3000 km au Kazakhstan. Écoute, Gab, il a tout été remis à neuf, évidemment, mais c'est impressionnant comment ce véhicule-là est versatile, confortable. Ça m'a réellement impressionné. J'ai jamais été un fan vraiment du Land Cruiser, mais là, ça percole dans ma tête comment c'est un véhicule convaincant et mythique. J'ai vraiment hâte de pouvoir essayer le Land Cruiser actuel. On n'a jamais essayé de véhicule avec la mécanique 2.4 litres turbo Toyota longitudinal hybride. Mais on a essayé le GX, par exemple, qui est sur la même plateforme. C'est incroyable. C'est la vie. Aussi, qu'est-ce qui est digne de mention au Kazakhstan? Évidemment, comme je te disais, les taxis, là, beaucoup de véhicules électriques, BYD ou autres.
Puis évidemment, il y a du Hyundai Kia en masse, mais ce qui est fascinant, Hyundai Kia, pas de véhicule électrique. J'ai pas vu de Ioniq 5, j'ai pas vu de Ioniq 6, j'ai pas vu de VS6, j'ai rien vu de ça. C'était juste du thermique, modèle similaire à ce qu'on a en Amérique du Nord, sauf la Hyundai Staria, qui est le fourgon, là. Futuriste, là, malade. Ça, là, je le trouve tellement beau. Il faut vraiment l'avoir au Canada. Peut-être qu'il y a moins d'incitatifs pour ces constructeurs-là à envoyer leurs véhicules électriques dont la production est limitée dans ces pays-là, puis où ils ne seraient peut-être pas compétitifs, justement. Puis, ce qui est fascinant du Kazakhstan, c'est un pays de 20 millions d'habitants, 9e plus gros pays au monde en superficie. C'est un pays qui est enclavé. Hein. Il n'y a pas d'accès à l'océan. Il y a juste la mer Caspienne là, à l'ouest. Puis c'est un pays qui assemble ses propres véhicules. Pas l'entièreté, mais les compagnies chinoises, là, il y a 2 usines. Il y a une usine qui est en finalisation de construction, puis une autre usine tout petite où les composants sont envoyés au Kazakhstan dans des containers et le véhicule est tout assemblé. Puis là, dans le fond, une compagnie du Kazakhstan en partenariat avec un conglomérat chinois automobile, Chery Auto, je crois, si je me trompe pas. Bien, dans le fond, ils vont assembler des véhicules là, de zéro au Kazakhstan. L'usine, je l'ai vu, là, elle était presque terminée. Donc, même pour un petit pays comme ça, il y a de l'assemblage automobile qui se fait. Bien, évidemment, ils n'ont pas de marque automobile en tant que telle, mais ils ont une petite industrie automobile, puis aussi là, beaucoup de véhicules commerciaux qui se font là. Puis comment ils produisent? Parce que tu as mentionné plusieurs véhicules électriques. C'est quoi leur moyen de production d'électricité? C'est-tu... 55% charbon. Je vais vous montrer une photo. La plus haute cheminée de la planète, centrale au charbon soviétique. Puis honnêtement, il n'y a aucun système d'antipollution là-bas. Là. Des fois, la pollution, c'était déconcertant et impressionnant à voir aller. Donc, c'est ça. Majoritairement, 55% charbon. Ils n'ont pas de centrale nucléaire. Le reste, c'est un mix de solaire, hydroélectricité et autres énergies fossiles. Mais non, c'est un pays qui carbure au charbon, là, littéralement. Donc, ils ont des véhicules électriques, mais c'est pas nécessairement, probablement, dans un esprit de dépolluer le pays. C'est probablement juste parce que commercialement, c'est ce qui est plus Oui, parce que le kilowattheure d'électricité domestique au Kazakhstan coûte, si je me souviens bien avec mes analyses, 7,6 cents. Donc, similaire au Québec, là, peut-être. Mais aussi, il faut penser aussi que là-bas, le coût de la vie est 66% plus faible. Donc, essentiellement, pour $1 canadien, vous avez comme 3 fois la même valeur au Kazakhstan. Donc, le kilowattheure d'électricité est pas cher pour nous, mais il est cher pour eux. Mais quand même, là, il y a des véhicules électriques. J'ai pas vu de recharge niveau 2 au Kazakhstan. J'ai juste vu de la recharge rapide. C'est un peu bizarre. Mais bon, écoutez, ça, c'est possible que les installations électriques résidentielles soient pas... au niveau, là, c'est ça, là-bas. Pour permettre ça. Mais c'était très intéressant comme pays. Tu sais, dans le fond, c'est un pays qui reçoit plusieurs millions de touristes par année, majoritairement de la Russie, de la Chine, pays de l'Union européenne. Il y a juste 7000 Canadiens qui vont là par année. Mais c'est un pays majestueux, des paysages à couper le souffle, des villes modernes de classe européenne. Puis là, c'est ça, là, c'est un pays en stand. Non, là, tu vas là, puis t'es ailleurs. C'est très moderne. Je pense que c'est une des anciennes républiques soviétiques en dehors des pays baltes qui a le mieux émergé, je crois. Puis ils font des affaires avec tout le monde. Ça m'a vraiment impressionné. C'est très long, se rendre là. Il a fallu que je passe par Varsovie, puis ensuite, évidemment, il fallait contourner l'Ukraine et la Russie, tout ça. Donc, le vol entre l'Union européenne et le Kazakhstan est assez long. Mais ça valait réellement la peine. C'était vraiment un beau tour. Puis, écoutez, là, il y a des... Là, aujourd'hui, on est le 14 juin 2025. Puis, on voit dans les médias là, que le gouvernement canadien actuel veut régler ses différends commerciaux avec la Chine. Puis, je pense que une partie de la monnaie d'échange, ça serait d'enlever le tarif de 100% sur les véhicules électriques. Ça revient à un podcast qu'on a fait ensemble dans un EV9 il y a de cela quelques mois. Oui. On ne sait pas comment ça va se dénouer, cette histoire-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si les véhicules chinois, là, par exemple, on va juste nommer BYD, là, parce que ça serait comme le premier qui se pointerait, là, selon moi. Je suis pas mal sûr que les gens qui en achèteraient seraient satisfaits. Le point de mesure que nous n'avons pas, c'est la qualité, la fiabilité à long terme. T'sais, qualité initiale d'Alexandre qui se promène, qui touche au véhicule dans un taxi, excellent. Bien, après ça, qu'est-ce qui se cache en dessous de la carrosserie, dans la mécanique, on le sait pas. C'est ça. Ce que tu veux dire, c'est, oui, est-ce que ces véhicules-là sont peut-être adéquats quand on les achète, mais est-ce qu'ils vont durer 12 ans, 250 000 km, par exemple? Il y a plein d'écoles de pensée. Là, les gens disent que les véhicules chinois sont égaux à les véhicules allemands.
Je serais prêt à le croire, surtout du côté de Geely, là, des gens assez sérieux. BYD, c'est immense, mais ils font des véhicules moins chers, ce qui est noble et louable. Mais tu sais, évidemment, on va pas se prononcer là-dessus, puis on ne sait pas où ça va aller. On ne sait vraiment pas où ça va aller, surtout qu'il y a des petits aspects. Une anecdote, hein? Récemment, BYD construit une grosse usine au Brésil de véhicules électriques. Et le gouvernement brésilien, qui est peut-être pas le gouvernement le plus à cheval sur les droits de l'homme, ben, il a arrêté la construction parce que BYD faisait de l'esclavage. Ouais, du moins, ils présument ou ils les accusent de ça. Là. Donc, si les conditions de travail dans les usines de BYD étaient à ce point horribles pour un pays qui est quand même encore en développement, ben, c'est peut-être pas réaliste d'ouvrir une usine de BYD au Canada, en Amérique du Nord ou au Canada, aux États-Unis. Là. Donc, ça va peut-être juste passer par l'importation. Puis c'est là que, dans le fond, le point de vue de politique industrielle, c'est là que ça accroche, je crois, là, parce que ça serait fou de penser qu'on pourrait les assembler au Canada pour le même coût de revient à la fin. C'est pas moins cher à cause de la technologie, c'est moins cher à cause du coût de la main-d'œuvre, des matières premières, et que, pas le supply chain, le mot, c'est la chaîne d'approvisionnement des batteries majoritairement LFP en Chine est mature et établie. C'est ce qui est un gros composant des coûts plus faibles de ces véhicules-là. Mais je pense que le coût de la main-d'œuvre est important dans le calcul. Exactement. Puis je pense qu'il y a eu une controverse récemment sur les inventaires invendus, d'ailleurs, des plus grandes marques chinoises. Donc, dans les dernières années, ils ont affiché surtout dans la dernière année, des chiffres de vente énormes qui dépassaient ceux de Tesla. Mais là, finalement, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des concessionnaires qui matriculaient les véhicules pour afficher des ventes, mais finalement, les véhicules n'étaient pas vendus. Puis étaient revendus sur le marché secondaire comme des véhicules usagés par la suite avec des énormes rabais. Donc, il va falloir voir. Mais ça a fait que les prix ont baissé chez, je crois, c'est peut-être pas BYD ou... Ouais, mais en Chine, il y a eu un autre garde-prix. Les prix ont baissé pas mal. Ouais, c'est ça. Les prix ont baissé pas mal. Fait que peut-être que ça s'approche de quelque chose d'extrêmement intéressant, mais tant qu'il y aura des tarifs de 100%, ça arrivera pas. Donc là, dans le fond, ça, c'était la petite incursion là, dans mon voyage au Kazakhstan. Je vous recommande d'aller voir ça. Puis dans la description, là, il va y avoir aussi le lien là, de la compagnie de tour que j'ai contractée pour cette aventure, l'aventure d'une vie. Je voulais te parler avec toi d'une autre petite dernière chose, un sujet qui vous intéresse aussi. Là, dans le fond, comme je vous dis, on est en mi-2025. Il y a des véhicules électriques moins chers qui s'en viennent. Là, pas demain, là, mais rapidement. Puis je vais t'y nommer, Gab. Puis en rafale, là, si tu peux me donner ton opinion vite ou ton feeling, un mot anglais. La nouvelle Nissan Leaf s'en vient. J'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça va avoir un port NECS. Je suppose qu'elle va utiliser probablement des composants du Aria. Mais ça s'en vient. Là, beaucoup de prototypes aux États-Unis en train de charger des superchargers. On voit ça. Ça s'en vient. EV4, EV3, ça, je pense que ça va être chaud au Québec. Ça va être le EV3 surtout, ça va être un grand succès. Le EV4, ça va être moindre. Là, je pense que le EV4 va être plus pour des flottes et des endroits comme techniques, là, les auto-écoles, ce genre de choses-là, ils vont les acheter. Mais je pense que c'est le EV3 qui va être le plus grand succès. EV3, EV5 pour Kia. Oui, parce que le EV5, là, on le sait qu'il va être assemblé en Corée du Sud pour le Canada. C'est un véhicule exclusivement canadien. Puis, fait intéressant, le Kia EV5 n'est pas un véhicule sur la plateforme GMP. Il est sur la plateforme du nouveau Santa Fe. Et c'est une adaptation thermique électrique. Ce que le groupe Hyundai Kia fait très bien. Un bon exemple, le Niro et le Kona. On verra bien, mais ce n'est pas un véhicule GMP. Aussi, Gab, on s'entend que la Bolt s'en vient. Oui, mais là, ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va arriver, mais on a signifié clairement à GM qu'on voulait avoir, pas la primeur, là, mais on voulait avoir l'occasion de tester cette voiture-là rapidement. Quitte à aller à l'événement de lancement. Lorsqu'elle sera dévoilée. Avec un peu de chance, ce sera possible. Donc, la Bolt, j'ai très hâte. C'est un véhicule qui avait connu beaucoup de succès au Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus qu'elle soit arrêtée. Puis ça, c'est malgré tous les problèmes qu'il y a eu avec les batteries qui pourraient prendre en feu, les remplacements de batteries, les batteries remplacées qu'il faut re-remplacer à nouveau. Puis après ça, les batteries que finalement on ne remplace plus parce qu'on fait un test et on dit qu'elles sont correctes. Mais je pense que les gens ont hâte. Ça va être des batteries LFP. Ça sera oui, et puis j'ai fait un petit peu de recherche dans la dernière semaine. De ce que je comprends bien avec LG Solutions, whatever, LG Energy Solutions, qui est le fournisseur principal de cellules de batterie pour GM, LG semblerait être capable de faire des cellules pochettes de grandeur Ultium, LFP. Et là, c'est peut-être ça la twist là, que GM va faire. Ils vont juste tirer ça dans les modules existants. Mais là, ce qui me fait peur, c'est le voltage du pack. Est-ce que ça va être
est-ce que ça va être une batterie LFP genre à 300 volts qui va faire que la recharge rapide, ça va être... Ou est-ce que les cellules LFP vont avoir un voltage plus élevé puis on va avoir quelque chose qui ressemble, par exemple, à une Model 3 comme la mienne, d'un point de vue là, de voltage moyen, tout ça. On verra, j'ai aucune info, mais de ce que je comprends bien, là, ça va être des cellules LFP. Ils vont être faits pas en Chine. Donc, ça va probablement être le premier véhicule en Amérique du Nord avec une batterie LFP qui vient pas de la Chine parce que le Mach-E, la batterie vient de la Chine, si je ne m'abuse, dans le modèle de base. Puis les modèles 3 qu'on n'a plus maintenant, ben, c'est des batteries CATL, c'est des véhicules assemblés en Chine. Donc ça va être super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, dans les véhicules moins chers? Ben, il y a l'éléphant dans la pièce, là, ce que Tesla essaye de nous vendre là, depuis plusieurs années, qui vont avoir des véhicules moins chers. T'as de la misère, Gab, avec ton HDA 2, hein, le changement de voie automatique. Ben, c'est que j'essaie de le faire moi-même, puis il veut le faire lui-même, puis les deux, on se combat l'un et l'autre. OK. Bien, je reviens à ça. Fait que là, dans le fond, là, mettons, là, en rafale, qu'est-ce qui va arriver? On croit. Il va y avoir des versions moins chères de la Model 3 et du Modèle Y, là, décontenté, siège en tissu, roue plus petite, peut-être un toit en métal. Essentiellement, rien de révolutionnaire, juste moins cher. Avec les tarifs au Canada, si ça se règle pas, je ne pense pas que ces véhicules-là vont être moins chers au Canada. Ils vont juste être au prix qu'ils étaient avant, mais là, ça va être un véhicule moins compétitif avec moins de contenu. Et là, l'éléphant dans la pièce, est-ce que le fameux Cybercab, en réalité, ce n'est qu'une voiture compacte en déguisement? Mon opinion est que oui, parce que là, il y a... Mais ça, on le sait pas, évidemment, ça, ce n'est que... Parce qu'on voit, en fait, s'accumuler des stocks de Giga-casting dans les stationnements ou les espaces extérieurs de la Gigafactory au Texas, mais est-ce que c'est vraiment pour un Cybercab ou c'est pour une autre voiture sur la même plateforme? C'est juste illogique de penser que du jour au lendemain, même si là, ils réussissent à faire là, la FSD non supervisée là, dans le centre-ville de Austin à la fin du mois de juin, puis qu'il y a réellement un service de robot-taxi à petite échelle. Et les Cybercabs, là, pas de volant, là, 2 millions l'année d'après, il n'y a aucun pays qui a approuvé là, le déploiement de ça. Donc, en réalité, le 2 millions, est-ce que c'est 2 millions de voitures compactes vendues à travers le monde? C'est juste avec un volant, une voiture tout à fait normale. C'est illogique de penser que ça ne serait pas le cas. Là. On ne sait pas. Y a-t-il d'autres voitures abordables qui vont arriver l'année prochaine? Sur notre marché, Toyota, il y a sa nouvelle gamme de 3 modèles électriques. C'est pas nécessairement moins cher. Après ça, Hyundai, Kia... Ben, le CHR devrait être légèrement moins cher que le BZ. Ouais, moi, je pense que le CHR va être plus cher. Il est plus petit. Ouais, puis... On n'a pas les prix encore. On n'a pas les prix encore. Moi, je m'attends à 2-3 000 de moins, ça va être tout. Le BZ, je m'attends à ce qu'il soit le même prix malgré l'équipement, la batterie puis les... Ford, on n'entend plus parler de rien. Ford, on n'entend plus parler de rien. Le F-150 électrique Lightning LFP planifié pour 2024 n'est jamais venu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une version plus... Ben, en fait, ils ont déjà introduit la version Splash du Lightning, qui est comme une... Flash. Pas Splash, Flash. Oui, Splash, c'est d'autres affaires Ford. Bref, Flash, donc relativement abordable. Est-ce qu'ils vont essayer de poursuivre là-dedans? Moi, j'aimerais ça voir un F-150 Lightning 2x4 vendu sur le marché américain. Je pense que ça serait intéressant, mais il n'y a aucune rumeur là-dessus. C'est purement mon invention. Après ça, chez Ram, Stellantis, Alex, on va-tu voir des affaires intéressantes? Le Jeep Recon, ça s'en vient-tu, ça? On n'avait plus entendu parler, puis après ça, on en voyait, puis on n'en entend plus parler vraiment. Regarde, Stellantis, c'est difficile. C'est ça le mot, c'est difficile. C'est difficile, comme dirait le premier ministre. Effectivement. Fait que... Ça va être ça? Oui. Écoutez, allez voir la revue du Land Cruiser sur PDM Extra. Puis nous, on va continuer le défi 500 km. J'espère que vous avez aimé là, ce petit podcast Kazakhstan plus voiture moins chère. Et on se reparle plus tard. On se laisse là-dessus.